Communauté de la forme, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial que c'est le docteur Morgan Aldo. Bonjour Morgan. Salut Jérémy. Mhm. En tout cas, bienvenue. Et aujourd'hui, on va vraiment parler du sommeil parce que tu as écrit un livre qui s'intitule La formule du sommeil que j'ai lu et franchement, vraiment très très bien. Est-ce que tu peux nous Merci. présenter ton livre, par exemple, maintenant? Sinon, je le mets à l'affichage, c'est comme tu veux. Ouais, je l'ai là, hein. Donc déjà, moi, je suis effectivement docteur Morgan Aldo. Je suis médecin généraliste et médecin du sport. Euh, je considère que on est, nous, des professionnels de maladie et pas des professionnels de santé dans notre métier. Et donc, comme mes études m'ont permis vraiment m'intéresser, enfin, de connaître le corps humain, et ben, je me suis vraiment intéressé donc aux déterminants de la santé pour faire le trait d'union entre la santé et la maladie. Et dans le collectif, on entend vraiment beaucoup parler pour la santé de la nutrition et de l'activité physique et beaucoup moins du sommeil. À titre personnel, je pense que c'est parce qu'on peut vendre un programme sportif ou un programme nutritionnel génial pour pouvoir perdre du poids ou prendre la masse musculaire, alors qu'il y a beaucoup moins à vendre avec un autre énorme pilier de santé, c'est le sommeil. Et justement, donc j'ai écrit ce livre que juste là, qui s'appelle donc La formule du sommeil, qui est Vraiment un top. livre que j'ai voulu rendre le plus complet possible pour qu'il y ait tout dans un seul livre. Voilà. Ah oui, vraiment, sur le sommeil, il y a vraiment tout dedans. En plus, c'est très fluide. On arrive à lire, vraiment très facilement et en plus, il y a juste, les mots qu'il faut pour, l'utilité qu'il faut. C'est-à-dire que pour des chapitres vraiment très importants, il y a vraiment, on va dire, plus de pages et des petits passages où est-ce que les gens pourraient s'informer par eux-mêmes. Il y a vraiment une partie où est-ce que ça invite les gens à s'informer et voilà quoi, il y a vraiment juste ce qu'il faut, comme il faut. Donc c'est, vraiment pas mal. Et du coup, est-ce que tu considères que vraiment être médecin généraliste, ça serait plutôt pour les pathologies aiguës et que s'informer vraiment sur la santé fonctionnelle, comme les 5 piliers de la santé, le sommeil, l'activité physique, la nutrition, la gestion du stress et le relationnel, ça pourrait être considéré plus pour les pathologies chroniques? Euh, oui et non. En fait, moi, je pense je pense, c'est une vérité, que avoir une mauvaise hygiène de vie, euh, qu'elle porte sur un ou tous les piliers que tu viens d'évoquer, le fait donc de négliger tous ces aspects-là entraîne une fragilité supplémentaire et que cette fragilité supplémentaire peut à long terme développer, donc entraîner un facteur de risque pour développer des pathologies chroniques, mais aussi en aigu. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, si tu manques de sommeil, tu vas avoir une fragilité immunitaire plus importante que ceux qui dormiraient bien et donc pouvoir plus facilement développer des pathologies aiguës comme celles infectieuses. Tu vois. Voilà. Oui, c'est oui, tout à fait, quoi qu'il arrive, l'hygiène de vie, donc par rapport à ces 5 facteurs, de la santé va entraîner, soit une pathologie aiguë, soit une pathologie chronique, peut-être à long terme. Mm. On peut voir que ça atteint, le système immunitaire, et du coup, ça m'entraîne une prochaine question, c'est: est-ce que la qualité du sommeil, voire de l'endormissement, serait le reflet de ma condition physique ou de ma condition de santé? Est-ce que mon sommeil ne serait pas un reflet, la qualité ne serait pas un reflet de ma santé actuelle? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Déjà, effectivement, donc, avant d'arriver dans l'hygiène de sommeil, il faut savoir qu'il y a des gens qui, naturellement, on peut presque dire génétiquement, ont un bon sommeil et d'autres qui ont un moins bon sommeil. Un peu comme tu as des personnes qui vont plus facilement prendre du poids que d'autres, ou d'autres qui vont avoir, entre guillemets, une génétique plus intéressante sur le plan du développement musculaire, par exemple, hein. Donc déjà, il y a Mmh. une qualité, on va dire, génétique au sommeil. À titre personnel, si je me suis d'ailleurs particulièrement intéressé au sommeil entre autres, c'est parce que je suis un mauvais dormeur. Voilà, un petit Ah! peu comme la personne qui a du poids, qui prend facilement du poids, aura peut-être plus envie de s'intéresser à la nutrition que le mec qui n'a rien à faire et qui Ou a la une génétique difficulté, de taille. ou la difficulté Voilà. de prendre du muscle, par exemple, on s'intéresse à la musculation généralement quand on se Exactement. trouve un peu moins bien. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, si tu es un mauvais dormeur génétiquement, ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter là à dire, bon, bah voilà,
Au même titre que quelqu'un qui prend facilement du poids, elle va pas s'arrêter là, elle va faire attention à sa nutrition, et en faisant attention à sa nutrition, ça augmente enfin, ça lui permet d'éviter de prendre du poids. Et ben là, c'est pareil. Tout l'intérêt de l'hygiène du sommeil, c'est de pouvoir retrouver un bon sommeil lorsqu'on n'en a pas un bon, ou d'améliorer encore plus le sommeil en termes de qualité lorsqu'on en a déjà un qui est correct. Puisque tu sais que dans le sommeil, on parle beaucoup de la quantité de sommeil, on peut dire 8 heures, 7 heures, 9 heures, peu importe, on pourra en reparler, mais aussi la qualité du sommeil, ça veut dire avoir des phases de sommeil qui sont en fait un sommeil qui respecte toutes les différentes phases dans des bonnes proportions, c'est-à-dire sommeil donc léger, schématiquement, hein, je vais Oui. schématiser pour être simple, léger, profond et paradoxal. Voilà. Toutes les phases étant importantes pour différents facteurs de la santé. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est important à comprendre, effectivement, et je pense que j'explique, que j'essaie de faire comprendre, en tout cas dans mon livre, c'est le fait de dire que euh, quand on s'intéresse pas vraiment au sommeil, on a déjà entendu parler du sommeil profond et on se dit, en gros, si j'ai mon sommeil profond, eh ben, c'est suffisant. Or, pas du tout. En fait, chaque phase de sommeil joue un rôle particulier que les autres phases ne jouent pas ou qu'elles se recoupent. Par exemple, le sommeil profond consolide un certain type de mémoire et le sommeil paradoxal va en consolider un autre. Le fait de mémoriser ce que tu vas apprendre dans un livre n'est pas tout à fait la même chose que mémoriser, par exemple, et d'automatiser des choses comme la conduite, par exemple, tu vois. Et ben ça, c'est donc une mémoire qui, pour ne citer que ça, hein, qui est consolidée selon l'une ou l'autre des phases de sommeil. Voilà. Moi, j'ai eu une réflexion par rapport au livre et effectivement, on prend conscience en lisant le livre au fur et à mesure de tourner les pages, on prend conscience qu'au final, il n'y a pas que le fait d'avoir 7 heures de sommeil, mais bel et bien les heures, la qualité, la profondeur, plein de choses comme ça. Et moi, surtout, il y a une réflexion que ça m'a beaucoup touché. Bah, justement, c'est par rapport aux 5 piliers de la santé. On sait que le sommeil, de toute façon, touche tous les autres facteurs de la santé, mais on ne penserait pas au relationnel. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans le livre, bah, c'était peut-être une phrase ou deux qui m'a fait tilter, c'était que le sommeil enregistre les facteurs émotionnels de la journée. Ça, c'est trop fort. Parce que ça veut dire que on sait que pendant le sommeil, on revoit toute la journée pour la réapprendre, mais aussi les émotions. Donc, en fait, on apprend à se sociabiliser dans notre société et par rapport avec le contact avec quelqu'un pendant le sommeil. Donc, on apprend les émotions, on apprend à communiquer euh, par la mémorisation pendant le sommeil, n'est-ce pas? Ouais, c'est exactement ça. En fait, je dis assez fréquemment que l'éveil est un état de réception des informations et que le sommeil est un état d'intégration de ces informations et qui va constituer tout le paradigme que tu as du monde environnant. Et effectivement, on est donc des animaux sociaux, parce que sinon, on n'est pas adapté pour survivre dans la nature de façon solitaire. Donc, tu es exclu de la communauté, c'est comme revenir à te sacrifier. Donc, on est fait pour vivre en communauté. Et pour vivre en communauté, il faut développer une bonne sociabilité. Et cette bonne sociabilité, en vérité, est permise par un bon sommeil, en particulier justement un bon Waouh. sommeil paradoxal, euh, donc en deuxième partie de nuit. Et donc, en fait, ce sommeil, donc particulièrement paradoxal, permet de réajuster, entre guillemets, l'accordéon émotionnel pour pouvoir mieux décrypter le monde qui nous entoure. Et si on a un sommeil paradoxal qui vient à manquer, on va avoir une lecture du monde environnant beaucoup plus agressif. C'est-à-dire que, par exemple, si je te fais un sourire, normalement, tu interprètes ça comme un signal positif. Alors que, je vais grossir le trait, hein, mais si tu as une lecture du monde négatif, tu vas me dire pourquoi il me sourit ce connard, qu'est-ce qu'il a, il veut que je le démonte ou quoi, tu vois? Voilà. Ouais, une mauvaise Euh, lecture des émotions et de la communication, ouais. exactement, exactement. Voilà. En sachant que vraiment la communication, bon, en ce moment dans les réseaux, j'en parle, et que c'est vraiment, c'est paradoxal, c'est la chose pour moi la plus importante à développer limite dans sa vie, la communication avec l'extérieur et avec soi-même. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est la chose la plus complexe parce qu'il y a tellement d'options dans la communication.
par exemple un podcast ou alors au travail ou avec sa famille. Donc c'est la chose la plus importante, mais en même temps la plus complexe. Donc déjà en prendre conscience, c'est déjà pas mal. Ouais, exactement, exactement. Et le sommeil peut y aider, hein. En fait, il n'y a pas un aspect en vérité que le sommeil n'aide pas. C'est pour ça que moi, je le place dans l'un des premiers piliers de la santé, au même titre que les autres. Mais si tu manges n'importe quoi pendant une semaine, ah, ça va aller. C'est-à-dire que tu vas pas vraiment en voir les effets au niveau aigu, à part peut-être une baisse Exact. certainement même une baisse d'énergie, un peu Oui, plus de fatigue, tu seras moins performant, tu auras le ventre lourd, etc. Tu fais pas d'activité physique pendant une semaine, bah pareil, il se passe rien en vérité, à part peut-être si tu ressens le manque, mais il se passera rien. Alors que si tu dors mal pendant une semaine, tu finis fracassé. C'est un peu l'exemple type que je prends pour illustrer l'importance du sommeil. Tu deviens, même au-delà de la fatigue, tu deviens justement irritable. On en revient encore à cet aspect émotionnel euh, négatif. Et puis, je veux dire, tu ne peux rien faire. et puis pour, une petite histoire, une petite anecdote, moi j'ai vu ça. J'ai vu, en vrai, parce que j'ai travaillé dans les hôpitaux pendant près de 10 ans et environ 5 ans au niveau des urgences et j'ai vu en réel quelqu'un qui est susceptible au manque de sommeil, par une fragilité émotionnelle, par une fragilité, on va dire, neurologique et cette personne n'a pas dormi pendant 3, 4 jours et ben, comment dire que quand une personne est fragile à la susceptibilité de ne pas dormir, c'est une catastrophe. Ces personnes-là doivent faire vraiment très attention, je pense. Donc, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai pris l'exemple de mal manger tout à l'heure. On pourrait prendre à l'inverse, donc le fait de la privation de sommeil, la privation de nourriture. Tu jeûnes pendant quelques jours, ça peut bien ou mal se passer. Ça dépend des gens. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu manques de sommeil, ça se passera toujours mal. Ça peut pas bien se passer. Et il y a des expériences qui ont été faites de personnes chez qui on a fait de la restriction de sommeil pendant, alors j'ai plus la durée maximale, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 11 jours et qui était dans un état de psychiatrisation complète, avec une psychose totale, qui était en déconnexion complète avec le monde qui l'environnait. C'est exactement ça. Et, et voilà, donc effectivement. Et donc, oui et donc, nous sommes là pour, partager la bonne parole entre surtout le sommeil aujourd'hui, mais l'activité physique, la nutrition et tout ça. Et justement, j'en ai parlé et j'ai eu une question d'un abonné qui est très intéressante et on va pouvoir, s'en inspirer pour y répondre, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses par rapport à cette question. C'est pourquoi les coupures de sommeil, donc notamment pour cet abonné, enfin peut-être, sont vers 3 ou 4 heures du matin? Et là, je pense qu'on peut en apprendre beaucoup sur cette question. Alors, pourquoi les coupures du sommeil? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ça, sachant qu'il n'y a pas forcément une réponse à apporter. Je vais essayer d'être clair. Pour pouvoir répondre vraiment, alors je ne sais pas, est-ce qu'il faut que j'explique vraiment la physiologie ou pas? Non, on va parler avec des termes genre, par exemple, la pression d'éveil, la pression du sommeil, on va Voilà, dire c'est de ça dont je voilà. parlais. Je ne vais pas rentrer plus que ça. Donc déjà, ce qu'il faut capter, c'est que donc le sommeil profond est en première partie de nuit, essentiellement. Donc on commence par du sommeil léger qui va rapidement laisser la place au sommeil profond. Et à la suite de ce sommeil profond, en fait, plus les cycles de sommeil vont s'enchaîner, moins il y aura de sommeil profond et plus il y aura de sommeil superficiel, sommeil léger et de plus en plus de sommeil paradoxal. Et il va y avoir une phase, en vérité, donc vers 3 ou 4 heures du matin, quand on se couche à un horaire normal, j'ai envie de dire, donc pour être large, disons avant minuit, clairement, vers 3 ou 4 heures du matin, tu vas normalement entrer dans des phases plus légères de sommeil. Donc ces phases plus légères font déjà de base que tu peux plus facilement te réveiller, donc être plus facilement coupé de ton sommeil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi est-ce que les gens se réveillent vers 3 ou 4 heures du matin? Là, il faut que j'entre justement dans la notion de pression d'éveil et pression de sommeil. Pour faire simple, plus plus tu avances dans ton état d'éveil, c'est-à-dire plus la journée avance, plus tu vas avoir une pression d'éveil qui va monter. Et cette pression d'éveil, c'est celle qui est à l'origine de la sensation de sommeil, j'allais dire de fatigue, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que tu peux être fatigué, comme par exemple après une grosse séance de sport, mais sans avoir cette pression de sommeil, ça veut dire sans avoir le besoin de dormir. C'est deux choses qui sont différentes d'ailleurs. Être fatigué et D'accord, avoir le besoin de sommeil. d'accord. Et donc, plus cette pression de sommeil va augmenter. Le problème, c'est que cette pression de sommeil, pour pouvoir
En fait, pour pouvoir s'endormir, il faut que cette pression de sommeil soit supérieure à ce qu'on appelle la pression d'éveil. Et la pression d'éveil, c'est tous les facteurs qui vont entraîner le fait que tu sois réveillé. Par exemple, la lumière. Si je te demande de dormir avec un énorme projecteur en plein dans les yeux, bah, ce sera beaucoup plus compliqué de dormir que de dormir en étant dans l'obscurité. Et il y a un autre, donc il y a plein de facteurs comme ça, et l'un des facteurs qui est très important pour stimuler la pression d'éveil, c'est le stress, entre guillemets, c'est-à-dire l'anxiété et le fait d'avoir voilà, la tête qui tourne. D'où le fait qu'on peut plus Rumination. facilement s'endormir grâce à des techniques de relaxation. Puisque ces techniques de relaxation diminuent l'anxiété qui est induite par les émotions. Euh, mais quand on n'a pas appris à faire ça, on a toujours une espèce de fond qui reste, puisque donc, lorsqu'on dort, en fait, le cerveau n'est pas en état de repos, au contraire, il continue de tourner, il continue de processer tout, comme on vient de l'expliquer. Donc, c'est un état de régénération, mais pas enfin, le cerveau n'est pas en mode débranché, quoi, pas du tout. Oui. Et Le donc, lâcher prise. plus Le lâcher prise. exactement, voilà, il va pas complètement, le cerveau va pas complètement lâcher prise. C'est l'état donc de régénération. Et en fait, plus on va dormir, plus il faut imaginer une baignoire, plus en fait donc la pression de sommeil qu'on avait va diminuer. C'est comme si le sommeil, au cours de la journée, on remplit la baignoire avec la pression de sommeil, et pendant le sommeil, on vide la baignoire. Bah, le niveau baisse petit à petit. Sauf que la pression d'éveil, comme je viens de le dire, elle peut rester à un certain niveau. Et dès lors que la pression de sommeil devient inférieure à la pression d'éveil, une pression d'éveil elle-même qui peut donc être toujours favorisée par un stress, ce genre de choses, et ben, dès que cette pression de sommeil devient inférieure à la pression d'éveil, ça peut induire des réveils nocturnes. Et c'est ces réveils nocturnes qui vont coïncider avec le passage des phases de sommeil profond aux phases de sommeil enfin, aux cycles de sommeil qui sont plus riches en sommeil léger, et avec le moment où on aura justement suffisamment diminué sa pression de sommeil par rapport à la pression d'éveil pour induire ces réveils nocturnes. Voilà. Donc c'est la pression d'éveil qui, passe au-dessus de la pression du sommeil qui réveillerait à 3 ou 4 heures du matin. Voilà, avec le fait d'avoir donc des phases de sommeil plus riches enfin, des cycles de sommeil plus riches en phases de sommeil léger. Voilà, un sommeil léger induirait, un réveil à 3 ou 4 heures du matin. Voilà, exactement. Donc ces personnes-là, il faudrait qu'ils prennent conscience que peut-être qu'ils ont un sommeil plus léger, soit génétique ou alors, bah, plus épigénétique et qu'il faudrait qu'ils prennent conscience qu'il faudrait peut-être, prendre soin de leur hygiène du sommeil. Exactement. Parce que là, j'ai cité, qu'on soit d'accord, j'ai cité un exemple hyper fréquent qui est celui j'ai du mal à m'endormir ou j'ai des réveils nocturnes et qui sont liés au fait de pas réussir à canaliser ses pensées. Mais en fait, toute l'hygiène du sommeil te permet justement donc, et l'hygiène de vie en général, tu sais, c'est système sympathique et système parasympathique. Oui, Quand bien tu sûr. diminues ton système sympathique et tu augmentes le parasympathique, tu augmentes ta probabilité de bien dormir, d'avoir un sommeil qui soit suffisamment réparateur et pas perturbé, quoi. Le parasympathique étant le système nerveux qui nous permet de se calmer. Exactement. C'est la pédale de frein versus l'autre qui est la pédale d'accélérateur. Exactement. Et est-ce que je vais parler du cortisol, une hormone, qui est plutôt stressante. Est-ce que cette, hormone stressante qui est le cortisol peut, avoir des effets sur justement cette pression d'éveil? Ou est-ce qu'elle en fait partie, pour, nous réveiller à 3 heures du matin, par exemple? Alors, le cortisol est effectivement une hormone qui augmente la pression d'éveil, puisque en vérité, c'est celle qui nous permet de nous réveiller, entre autres choses. Hein. J'entre pas dans le système des neurotransmetteurs, dans le balancier qui est on appelle ça le processus circadien, bon, bref, peu importe, ce qui est fait par l'hypothalamus. Je vais vraiment purement parler du cortisol. Effectivement, c'est une hormone qui est éveillante et qui permet donc de passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Mais cette hormone, comme toutes les autres hormones, ont apparemment un cycle circadien, c'est-à-dire au cours de la journée. Et c'est pas en théorie, c'est pas le cortisol qui permet qui entraîne le fait d'être réveillé au cours de la nuit. Sauf si, effectivement, on a un stress chronique, quelle qu'en soit son origine, et qui, à ce moment-là, fait qu'on n'a pas une diminution suffisante de ce cortisol au cours de la nuit, et que donc on a des niveaux, on va dire, basaux, qui sont un petit peu plus élevés que ce qui devrait être. Voilà.
D'ailleurs, lorsqu'on veut faire des examens complémentaires pour voir s'il y a trop de cortisol, on peut le faire le matin ou on peut le faire aussi à minuit. Normalement, à minuit, il est censé être effondré, ce cortisol, et dans certains cas, en général, c'est plutôt du ressort pathologique, hein, mais il peut être un peu trop élevé. Donc, donc oui et non, en fait. En situation physiologique, non. Normalement, le cortisol n'est pas censé être à l'origine des réveils nocturnes. Mais dans certains cas, ça peut quand même, tu vois, ce que je viens d'expliquer. Donc lors d'un stress chronique, que ça peut arriver à beaucoup, d'entre nous, dans une société toujours plus rapide, toujours plus dopaminergique, donc cette, cortisol qui est généralement sécrété lors du système nerveux sympathique et non pas parasympathique, heu, peut être un facteur déclencheur pour se réveiller à 3 ou 4 heures du matin, si c'est bel et bien un stress chronique qui en est l'origine. Potentiellement, oui. Et donc dans une société où tout est toujours plus rapide et où est-ce que, notre système nerveux est toujours plus sollicité, quand tous les voyants sont en rouge, on a déjà répondu à la question, hein, mais quand tous les voyants sont au rouge le soir pour qu'on n'arrive pas à s'endormir, quelles sont les solutions envisageables pour, augmenter, notre endormissement et notre qualité du sommeil? Bon, on a déjà répondu à la question, mais est-ce qu'on pourrait encore dire quelques petites choses? Écoute, entre guillemets, le développement personnel, on entend tout le temps parler de la routine du matin. Et effectivement, c'est quelque chose d'excellent pour bien démarrer sa journée. Mais au même titre qu'il faut une routine du matin pour performer sur toute la journée, il faut une routine du soir pour performer sur la nuit. Donc, cette routine du soir, au contraire de celle du matin qui devrait viser à- à augmenter ses ressources cognitives, à augmenter son énergie, là, il faut qu'elle la diminue. Donc, ça passe par un certain nombre de stratégies, euh, comme par exemple le fait de mettre à ce moment-là une séance de relaxation de quelque nature qu'elle soit. Elle peut être physique, par exemple une séance d'étirement ou de massage, mais de massage qui font pas mal, parce qu'il y a massage et massage, hein, tu sais, par la pratique donc, psychologique, par la pratique de méditation ou de cohérence cardiaque. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque parce que je trouve qu'en très peu de Pareil. temps, 5 minutes, on réussit à vraiment à stimuler justement le système parasympathique et Et donc donc à induire. en quoi ça consiste alors la cohérence cardiaque? Est-ce que tu peux nous démontrer un petit peu ou nous expliquer? Si tu veux bien. Alors, la cohérence cardiaque, en gros, pour faire simple, tu sais, le système nerveux sympathique et parasympathique, on dit qu'ils sont regroupés au sein de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, c'est pas le même système nerveux que celui de la sensibilité et de la motricité. C'est un système nerveux qu'on ne peut pas contrôler. Parce que quand je décide de bouger ma main, eh ben, c'est mon cerveau qui décide. Voilà. Quand je touche ma main, bah, je sens et pareil, je le ressens. Alors que le système nerveux autonome, en théorie, tu ne peux pas le contrôler. Ça veut dire que c'est celui qui va induire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la fréquence respiratoire, par exemple, qui augmente à l'effort, la digestion, la transpiration, ce genre de choses. Ok. Sauf qu'en fait, la respiration, tu peux la contrôler, puisque tu peux décider de respirer plus ou moins rapidement. C'est une Donc, si tu sorte de respires, pont. C'est une sorte de pont, on peut dire voilà, ça, entre le non-contrôle et le contrôle. exactement. En fait, c'est ça, c'est la porte d'entrée, on va dire, pour pouvoir stimuler ou détendre ton système nerveux autonome. Et c'est de là que vient justement la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une pratique de respiration où tu vas avoir une, une inspiration qui sera plus courte que l'expiration, une expiration plus longue que l'inspiration. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, je vais simplifier les choses, mais que l'inspiration stimule le système nerveux sympathique. En gros, si tu es surpris, on te fait comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Inspiration. Et quand ça va mieux, expiration. Voilà. Donc, système sympathique, inspiration, système parasympathique, expiration. Donc, quand tu fais une respiration quand tu fais une expiration plus longue qu'une inspiration, tu favorises le système nerveux parasympathique et tu ralentis ta fréquence cardiaque. Pour faire simple, on va dire. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je simplifie. Et c'est ça la cohérence cardiaque. Donc, c'est faire des cycles respiratoires où tu vas faire 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. J'entends, alors il y a différentes façons de faire. Tu peux le faire en 5 secondes et 5 secondes pour synchroniser les deux au même niveau, mais pour favoriser un état de détente, tu peux faire 4 secondes d'inspi, 6 secondes d'expi. C'est ça la cohérence cardiaque. Et en quelques minutes, ça te permet donc de pouvoir te détendre.
Donc, il y a ça. Ça peut passer aussi par le fait, évidemment, la gestion de la lumière, puisqu'en fait, la lumière, c'est l'un, on dit, des synchroniseurs du sommeil, qui fait partie des plus importants. Parce que donc, ton rythme circadien, ton horloge biologique se situe au niveau de l'hypothalamus, et tu as des voies optiques donc de l'œil qui vont Mmh. directement jusqu'à l'hypothalamus pour lui donner des informations. Donc c'est pour ça que la lumière, s'exposer à la lumière du jour, permet d'induire un éveil fort, et diminuer l'exposition lumineuse permet donc de favoriser beaucoup plus la détente. D'accord? Et donc il faut, c'est pour ça qu'on entend souvent parler du fait qu'il faut réduire les écrans, parce que les écrans envoient des lumières qu'on dit bleues. En fait, la lumière bleue, c'est la lumière qui est celle envoyée par le soleil à midi. Donc, c'est l'éveil, c'est le signal d'éveil le plus puissant que tu peux avoir sur la lumière. Donc, tu bloques la lumière bleue avec des filtres à lumière rouge, tu utilises des ampoules qui sont plus tamisées avec des teintes beaucoup plus jaunes. Voilà. Ensuite, tu peux gérer ta température corporelle. C'est un truc qui est encore hyper important. C'est pas pour rien qu'on a du mal à dormir l'été quand il fait chaud. C'est parce que la température corporelle n'est pas à 37 tout le long de la journée. Schématiquement, elle est aux alentours, hein, grosso modo, de 36,5 en début de journée et jusqu'à 37,5 en fin de journée. Et elle diminue au fur et à mesure du sommeil. Donc, il faut diminuer cette température corporelle pour pouvoir s'endormir correctement. Donc voilà, il faut y faire gaffe au type de douche qu'on prend, il faut faire gaffe à quel moment on mange, il faut faire gaffe à quel moment on fait son activité physique, parce que c'est autant de facteurs qui vont jouer justement sur le système nerveux sympathique et parasympathique et sur la température corporelle. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Attends, je vais le traiter dans mon livre, parce que on va en reparler, ouais, l'activité physique, Et du l'alimentation. coup, ben, en attendant, je voudrais dire 2 choses. C'est que, premièrement, aujourd'hui, bah, les gens qui nous regardent, bravo parce que justement, je voudrais parler de 2 choses. La prise de conscience comme quoi le sommeil est importante et deuxième parce que sinon, si on fait pas attention, peut-être qu'on se dit: «Bah, on a du mal à dormir, c'est pas normal, c'est moi», ça peut même créer des angoisses, bref. Et deuxièmement, est-ce que l'entraînement, pendant la journée à se relaxer, à se détendre et à prendre une hygiène de la cognition, une hygiène neurologique. Il y a un autre terme, hein, une hygiène psychologique plutôt, parce qu'on a plus conscience dans la société en général de l'hygiène physique, parce que ça prond à l'apparence, mais alors l'hygiène cognitive, on n'en a pas conscience et c'est elle qui peut induire un meilleur sommeil le soir, n'est-ce pas? Oui, alors, pour les personnes qui n'auraient jamais pratiqué, par exemple, de méditation, fréquemment, on peut conseiller le fait de ne pas s'entraîner le soir. Parce que le fait de s'entraîner à lâcher prise, paradoxalement, au début, ça peut au contraire stimuler Oui, l'éveil. Parce que tu vas surtout les t'entraîner. Hein. premières fois. Surtout les Voilà. premières fois, c'est le début. Voilà. Exactement. C'est le début, c'est quelque chose de nouveau. Ça induit. En fait, l'objectif, c'est de lâcher prise, mais au début, on s'entraîne à lâcher prise. Donc, en fait, on est à fond dans ce qu'on fait et ça peut favoriser l'éveil. Donc, lorsqu'on l'a jamais fait, il vaut mieux le faire pendant la journée. Par exemple, ça peut s'intégrer à la routine du matin. Alors que et c'est une fois qu'on est entraîné que donc on peut favoriser donc le placement de méditation, par exemple, ou de cohérence cardiaque, même si, enfin, les deux sont liés. Hein. Quand tu pratiques la cohérence cardiaque, tu essayes de le faire en pleine conscience. Si c'est pour penser à tes soucis pendant que tu respires, ça sert presque à rien, entre guillemets. Et c'est donc à ce moment-là où tu es entraîné, où tu as réussi enfin, grâce à cette technique, à lâcher prise, que tu peux le placer en fin de journée. Je sais pas si j'ai Et répondu à donc, ta question, c'est ce que je voulais bien savoir. oui, je crois, oui. Oui, si, bah, c'est ça, si, si, c'est surtout ne pas s'entraîner sur l'oreiller, à essayer d'avoir un bon sommeil, c'est un peu ça. Même si, il y a des techniques, on va en parler après. Il y a des techniques une fois qu'on est sur l'oreiller. D'ailleurs, moi, je pratique l'une des techniques qui est dans ton livre. La deuxième, par contre, moi, ça ne me réussit pas. Mais à d'autres personnes, je sais que ça réussit, mais on va en parler après. Par contre, oui, essayer d'entraîner son sommeil au final, le long de la journée, apprendre à lâcher prise et voilà quoi. C'est vraiment le long de la journée qu'on peut prendre conscience, heu, que de se détendre et qu'en fin de compte, la même détente va servir le soir, à s'endormir.